néolibéralisme est une forme de pensée politique qui prône la liberté économique et les marchés libres. Elle est basée sur des principes libéraux, tels que la liberté du commerce, la liberté de propriété et la liberté d'entreprise. Bien que le néolibéralisme soit souvent présenté comme une solution pour promouvoir la prospérité économique, il est en fait très proche du communisme. Les partis de gauche de l'élite politique et médiatique internationale ont depuis longtemps fait l'éloge des politiques néolibérales, tandis que certains à droite l'ont critiqué pour ses prétendues faiblesses. En réalité, la droite comme la gauche ont adopté le récit néolibéral, ce qui a permis aux deux groupes de se blâmer. Mais alors qu'est-ce que le néolibéralisme? Lorsque les gens parlent de néolibéralisme, le terme a été emprunté au discours de politique économique. Cela remonte à un article publié par le regretté économiste italien et lauréat du prix Nobel Vilfredo Pareto en 1948. Dans cet article, il décrit le développement d'un nouveau système économique et politique qui emploiera un État centralisé, qui combine la démocratie avec un gouvernement du marché. Cette politique économique est connue sous le nom de théorie du moyen terme, de Pareto, qui prône deux types d'économie politique, l'État expansionniste. Selon cette théorie, lorsque l'État est monopoliste, cela conduira à des monopoles au détriment des activités du secteur privé. Mais quand l'État est un État du marché, le marché s'étendra et les monopoles seront détruits. L'État expansionniste est connu sous le nom de hyper-expansionnaire. L'État expansionnaire est le type d'État qui a le modèle à moyen terme de Pareto, car il élargira son marché. Puisque toutes les institutions politiques appartiennent à l'État expansionniste, elles utiliseront leur monopole sur la propriété et l'entreprise pour promouvoir la concurrence et les forces du marché libre. Ce nouveau système économique était soutenu par la gauche et la droite, car ils croyaient qu'il stimulerait la croissance économique, réduirait les inégalités et produirait une plus grande prospérité. Pour ceux de gauche, le néolibéralisme était idéal car il était capable d'imposer de plus en plus de concurrence aux acteurs privés et de répartir plus largement les bénéfices de la croissance. Libéralisme et communisme sont les deux faces d'une même médaille. Les grandes entreprises ont toujours recherché plus de profit et plus de pouvoir, quelles que soient les conséquences pour les travailleurs. Qu'il s'agisse de grands capitalistes ou d'entreprises d'État communistes, le résultat est le même, une exploitation des travailleurs et une concentration de la richesse entre les mains des riches. La réponse des communistes à cela a été de jeter les capitalistes en prison tandis que les entreprises d'État étaient nationalisées et finalement placées sous le contrôle de l'État. L'objectif de la prise de contrôle des moyens de production par l'État était de rendre les produits des entreprises publiques accessibles à l'ensemble de la population. De nos jours, le communisme est l'idéologie dominante de l'élite politique mondiale. Les économies des nations occidentales sont capitalistes, comme elles l'étaient il y a des siècles. Mais cela ne dérange pas l'élite politique occidentale car elle a déplacé son attention vers les économies de marché émergentes d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe de l'Est. Aux États-Unis, la forme de capitalisme s'éloigne des grandes entreprises, où les riches et les puissants possèdent de vastes richesses, vers la classe créative, où les professionnels du savoir deviennent millionnaires et milliardaires. Afin de favoriser leur néolibéralisme, gagnant-gagnant, les États-Unis ont cédé la souveraineté nationale aux grandes entreprises. Le néolibéralisme est un système dans lequel les droits de l'individu et du gouvernement démocratique sont échangés contre des profits, du pouvoir et des privilèges pour les chefs d'entreprise et les sociétés. Le plan est de détruire les gouvernements nationaux et locaux pour permettre aux entreprises de gouverner plus facilement. Le mécanisme réel qui a été utilisé pour créer de nouveaux oligarques mondiaux est un processus de déconstruction lent mais mortel. Ce processus de déconstruction implique la démolition des gouvernements étatiques et locaux, le remplacement des institutions publiques par des institutions privées, la prolifération de bureaucraties nationales et internationales irresponsables, la destruction des droits des travailleurs et des syndicats et la suppression du processus démocratique. Il a été révélé que le cartel international des banksters, les banques centrales du monde, joue un rôle majeur dans ce processus de déconstruction. Les résultats ont inclus la disparition de la souveraineté nationale et de la démocratie. La morbide situation actuelle en résultant est ainsi due aux différents caractères communs au libéralisme et au communisme, influant la société et la menant à sa perte. Dès lors nous pouvons en tirer différents arguments qui attestent de la thèse présentée ci tôt. En effet, le libéralisme ainsi que son prétendu antagoniste, le communisme, sont apparus en même temps, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, grâce aux différentes révolutions que l'Europe a connues à cette époque. Ces révolutions ont eu pour effet de renverser le système féodal et de le remplacer par un système totalement nouveau, le capitalisme. En fait, le mot capitalisme, et ses variantes, est né en même temps que la révolution industrielle. Et il n'est possible que son lien avec le mot libéralisme ait été, et soit encore, plus évident. Prenons par exemple les mots capitalisme et capital. Pour mettre davantage l'accent sur l'utilisation du capital, on a cherché à donner à l'expression capitalisme le sens le plus large possible. En 1792, l'expression avait été réduite à un système économique à grande échelle, c'est-à-dire un système social basé sur la production, la distribution et la consommation de biens et de services,
et sur la valeur des biens et des services produits par le travail ou d'autres contributions. Il s'agit d'une définition, pas très claire, et l'on pourrait dire, une conception assez étroite du terme. Ce que l'on trouve dans les œuvres de Marx, c'est que, dans ses écrits, l'idéal, socialiste, n'est rien d'autre qu'un type de capitalisme, auquel il ajoute le mot communisme. Cependant, quand il dit communisme, il veut dire capitalisme, communisme, ayant un sens totalement différent. À ses yeux, capitalisme et communisme n'étaient ni identiques ni différents, et c'est pourquoi Marx a décrit la relation entre le capitalisme et le communisme comme la lutte quotidienne entre le capitalisme et le communisme. Le fait qu'il n'existe dès lors pas de véritable communisme fait que si nous souhaitons nous débarrasser du mot communisme, nous sommes tout à fait libres de le faire. Par exemple, nous pourrions le remplacer par tout autre mot qui n'a pas de connotation directe, avec le mot communisme, par exemple, humanisme, qui a pour source la civilisation de l'homme et porte donc les caractéristiques d'un changement de l'homme, ou étatisme, comme avec l'Union soviétique, ou nationalisme, qui est assez proche de la collaboration de classe, puisque la nation entière a été exploitée par la classe riche et est devenue un outil entre ses mains pour imposer sa volonté et voler les classes moyennes. De cette manière, nous pourrions écrire un compte-rendu beaucoup plus honnête de l'histoire réelle et des causes réelles du déclin du communisme, car la vérité est la suivante. Marx avait parfaitement raison de dire que, sans le capitalisme, le communisme ne peut prendre la forme qu'il prend, et que, sans le communisme, il ne peut se développer un socialisme. Alors, pourquoi les socialistes s'obstinent-ils à imposer un tel système de distorsion et d'erreur, alors que la réalité est bien plus claire? Pour la simple raison que la distorsion des faits, les mensonges et les fausses déclarations servent les idéaux et les objectifs socialistes, réduisant le système capitaliste à un cliché, c'est l'idée marxiste de l'objectivité, objective. Cependant, l'objectivité, ou la construction subjective de la réalité, du marxisme est tout aussi attrayante pour les bureaucrates des appareils communistes et les théoriciens de l'idéologie révolutionnaire. Leur intérêt pour le marxisme est fondé sur l'expansion de l'État ou, en d'autres termes, sur leur position en tant que dirigeants du prolétariat. Dans le deuxième article de l'ABC du communisme, on peut lire « Les bolcheviks ne sont pas enclins à s'appeler communistes, mais socialistes ». Le mot « communiste » ne figure pas dans le programme de l'Internationale, mais c'est quelque chose que tous ceux qui se considèrent un tant soit peu conscients du socialisme doivent reconnaître comme révolutionnaire. Si le mot « socialiste » avait un sens, il signifierait « prenons le pouvoir d'État et changeons la société ». En réalité, c'est exactement la théorie marxiste qui appelle à l'abolition du mode de production capitaliste, mais la théorie est subordonnée aux objectifs particuliers des partis socialistes, qui sont déterminés par leur but. Telle est, en résumé, l'histoire de la relation entre la théorie marxiste et le communisme pratique de l'Union soviétique. Les partisans de Marx aiment à croire qu'ils ont redécouvert Karl Marx. Pour eux, toute l'histoire du communisme fait partie de l'héritage marxiste, bien qu'il s'agisse en réalité d'un mystère historique qui, par exemple, ne voit pas la fondation de l'État soviétique et son histoire ultérieure, et qui a été soigneusement escamoté par tous les théoriciens marxistes. En d'autres termes, nous ne devrions même pas parler de marxisme, mais de la domination des marxistes sur les communistes. Bien sûr, comme nous l'avons déjà dit, ces intellectuels politiques n'ont rien à voir avec Marx, mais, bien sûr, ils sont guidés par lui. Pourquoi alors laisse-t-il de côté la question essentielle qui est liée à l'histoire du communisme, mais à laquelle seuls Marx, Engels, Lénine et Trotsky peuvent répondre? Pourquoi les marxistes ont-ils abandonné la recherche de la vérité sur l'histoire du communisme et l'ont-ils remplacée par la recherche du pouvoir politique? Nous pensons que c'est non seulement parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils entendent de Marx, mais aussi parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils lisent dans les écrits de base de Marx et Engels. C'est exactement pour cette raison que la soi-disant théorie marxiste et le communisme pratique de l'Union soviétique appellent à l'abolition de la propriété privée, car la propriété capitaliste, par sa nature même, réprime les forces créatrices du travail. Les planificateurs socialistes de l'Union soviétique et de la bureaucratie chinoise, en revanche, ne s'opposent pas à la propriété privée, mais ils la considèrent comme quelque chose de naturel, comme une forme du système communiste. Pour eux, la propriété privée est nécessaire pour défendre la propriété de tous, pour ainsi défendre la position privilégiée des capitalistes dans le système communiste. Les planificateurs socialistes utilisent donc la contradiction entre la propriété privée et leur prétendu système communiste comme une arme qui leur permet de défendre la propriété privée contre ceux cherchant un véritable communisme. Ainsi, pour eux, cette prétendue contradiction entre le communisme et la propriété privée, et donc le capitalisme est la plus importante de toutes. Dans son livre La Révolution française, Hegel parle de deux courants contradictoires, l'un dominant, l'autre inégal, entre l'égalité et l'inégalité, la raison et la passion. Bien sûr, il y a un mot-clé ici, juste. Pour les communistes, la contradiction entre la propriété privée et le système communiste est une anomalie, une contradiction injuste. Marx,
Engels, Lénine, Trotsky et Mao la traitent comme une anomalie, un ordre partiel dont il faudrait abolir le résultat, car la contradiction entre le système communiste et la propriété privée est fondée sur l'oppression de l'homme par l'homme. Afin d'éviter une critique de leur système par leurs détracteurs, les soi-disant marxistes ont dû trouver un moyen d'éviter une telle critique. Ils auraient évidemment dû le faire dans leurs écrits de base, et leurs opposants critiques auraient dû présenter leurs arguments et leurs critiques dans leurs propres ouvrages qui seraient alors redevenus les principaux ouvrages de Marx, Engels, Lénine, Trotsky et Mao. Mais dès qu'ils l'auraient fait, ils auraient prouvé les contradictions intrinsèques des écrits de base de Marx, Engels, Lénine et Trotsky. S'ils l'avaient fait, nous aurions pu attirer l'attention des marxistes qui connaissent les écrits fondamentaux de Marx, Engels, Lénine et Trotsky, précisément sur le fait que ce n'est pas un paradigme qu'ils ont rejeté, mais la nature de leur attitude qui pose problème. Les critiques marxistes savent aussi très bien qu'ils ne veulent pas être soumis à une critique de Marx, Engels, Lénine et Trotsky. Mais comment en parler? Comment parler d'une contradiction entre la propriété privée et le système communiste, si les soi-disant marxistes refusent de répondre aux questions fondamentales de la philosophie marxiste? Si leurs ouvrages de base, qui sont fondamentaux pour le débat philosophique de notre époque, ne contiennent pas de réponse à ce problème critique? Nous devons soulever cette question et y répondre en un mot. Si les soi-disant marxistes ne savent pas si leurs ouvrages de base contiennent ou non une réponse à ce problème fondamental, et s'ils refusent de donner une réponse à cette question, c'est bien car comme nous l'avons montré jusqu'à présent, l'histoire a su montrer que capitalisme, et donc libéralisme, ne font en réalité qu'un avec le système se prétendant pour contraire qu'est le communisme. Le libéralisme exploite les travailleurs en leur donnant des ordres sans leur donner le contrôle de leur travail. Le communisme exploite les travailleurs en leur donnant une petite part du revenu produit. Les deux systèmes ont le même objectif, exploiter les travailleurs sans les enrichir. Les deux systèmes sont néfastes pour les travailleurs, leurs familles et l'économie. Malgré les prétendus efforts déployés par les partis communistes européens et leurs partisans pendant de nombreuses années, le capitalisme moderne, qui a acquis un sens offensif du privilège, a été en mesure d'isoler et de saper leur cause. La volonté de détruire à la fois le marxisme et le libéralisme sera le moyen pour la gauche de se racheter. Le mouvement de protestation sociale a révélé de nombreux problèmes dans notre société. La plupart d'entre eux proviennent de la partie de la société qui rend la société civile possible, les travailleurs. Ce sont eux qui luttent pour construire une société stable dans laquelle chacun peut vivre dans la dignité et la paix. Ce sont eux qui donnent un sens à la liberté de l'individu. Ce sont eux qui sont en guerre et en conflit depuis de nombreuses années, alors que leurs semblables gagnent de l'argent, sont heureux et vivent en paix. Bien que la plupart d'entre eux partagent l'amour de la vie et la détermination à veiller au bon fonctionnement de l'État, nous ne devons jamais oublier qu'ils doivent toujours être prêts à se sacrifier pour la liberté et la démocratie. Les conditions actuelles, où la plupart des nouveaux emplois sont mal rémunérés et où la concurrence pour les emplois est extrêmement rude, sont extrêmement stressantes pour les travailleurs. Ce sont des personnes qui doivent s'occuper de leur famille et des personnes dans le besoin, et ces personnes, en particulier dans les régions les plus pauvres, ont du mal à trouver du temps pour les relations humaines, l'amour et la famille. Lorsque nous demandons à ces personnes de trouver du temps pour participer à des protestations et à des manifestations sociales, nous pouvons comprendre pourquoi elles n'acceptent pas de le faire. En effet, lorsqu'elles protestent, elles s'engagent dans la désobéissance civile. C'est vrai, et nous ne devons jamais l'oublier, car les protestations doivent avoir un contenu politique. Les manifestations ont toujours été utilisées par la gauche comme une arme politique contre la droite et le régime. Par exemple, les manifestations organisées à l'époque des régimes totalitaires d'Hitler et de Staline servaient à recruter de nouveaux membres et à créer l'illusion que les gens étaient mécontents de leurs dirigeants. L'action de protestation peut également être utilisée comme un instrument politique pour la mise en œuvre de réformes progressistes. Elle peut, par exemple, être utilisée pour obtenir la redistribution des richesses, la régulation de l'économie, l'amélioration des conditions de travail et l'abolition de l'exploitation. D'une manière générale, le mouvement de protestation sociale nous a montré qu'au stade actuel, de nombreuses personnes dans notre société sont insatisfaites du statu quo et que, si la tendance actuelle se poursuit, même les personnes qui soutiennent le système ne seront pas en mesure de le maintenir. Par exemple, malgré le fait que de nombreux jeunes soutiennent le statu quo, ils se rendront compte qu'il n'est pas suffisant pour leur avenir et celui de leurs enfants. C'est pourquoi les travailleurs, les pauvres, les jeunes et ceux qui ont un certain sens de l'engagement social doivent descendre dans la rue pour envoyer un message clair au gouvernement et à ceux qui le soutiennent. Les choses ne peuvent plus continuer ainsi, nous en avons assez de ce malheur et de cette pauvreté. Il est temps de changer la société. Nous voulons de vrais changements, pas de fausses réformes, de la croissance économique, des biens de consommation bon marché, du crédit facile, des conditions de travail justes, et de la dictature sans répression, etc. Il est possible que nous connaissions une situation où le mouvement de protestation sociale se dissipera, mais pas de lui-même. Cela se produira lorsque les groupes sociaux qui doivent être prêts à défendre nos libertés civiles,
nos droits démocratiques, nos droits économiques et d'autres libertés civiles ne seront plus prêts à résister au gouvernement. Le mouvement de protestation sociale a apporté une contribution considérable à la construction d'une nouvelle société socialiste et progressiste en Russie. Il est difficile de prédire comment cette société se développera, mais nous ne devons pas oublier que, même si la révolution russe semble actuellement impossible, cela n'a pas empêché les gens de lutter pour elle, en particulier en 1917. C'est précisément pour cette raison que 1917 a eu un tel effet sur le reste du monde et a été une telle source d'inspiration pour le prolétariat mondial et les autres classes opprimées, l'idée d'une société capitaliste progressiste. Le Parti socialiste révolutionnaire est d'avis que le gouvernement doit comprendre que le problème n'est pas un trop grand nombre de protestations sociales, mais un manque de détermination et de volonté parmi les partisans du gouvernement et même parmi la majorité de ses sujets de lutter pour une société socialiste et progressiste. Nous pensons que le parti au pouvoir devrait être conscient des protestations sociales et du mécontentement à l'égard du régime et prendre en compte le mouvement de protestation sociale. Cependant, nous ne devons pas croire que les protestations sociales sont un moyen de changement social, elles ne sont qu'un des moyens nécessaires pour construire le nouveau capitalisme. Peut-être que si nous parvenons à mener une véritable révolution, alors le parti au pouvoir et les partisans du gouvernement comprendront que la seule façon de changer la société est de remplacer le système au pouvoir et de créer une nouvelle société. La construction d'une nouvelle société ne se fera pas sans difficulté, mais c'est une question de vie ou de mort pour notre nation. Il est nécessaire de tirer les leçons de l'expérience des précédentes révolutions russes et des autres mouvements révolutionnaires des classes opprimées et de découvrir une méthode appropriée pour mener à bien la transition vers le véritable libéralisme. Il est nécessaire de développer l'idéologie et la politique qui permettront à notre pays de passer d'un stade économique à l'autre. Nous devons développer les forces intellectuelles qui nous aideront à résoudre les problèmes les plus difficiles de la révolution. En soutenant activement le mouvement pour une république démocratique, il est possible d'envoyer un message politique important au gouvernement et à la population du pays. Nous sommes intéressés par la destitution du gouvernement, par un changement de sa politique, par notre propre démocratisation, mais nous sommes également intéressés par le pouvoir et l'indépendance politique de la classe ouvrière, des pauvres, des jeunes, des paysans et d'autres groupes. Un parti unique uni à la classe ouvrière et à ses alliés est beaucoup plus fort et plus capable qu'une classe ouvrière et ses alliés divisés. Les alliances qui ne sont pas unies sont la voie de la défaite. Si la classe ouvrière ne coordonne pas son activité politique avec celle du reste des opprimés du pays et n'adopte pas une position claire sur les problèmes clés de la révolution, le gouvernement construira la société en fonction de ses propres intérêts, et non des nôtres. Les alliances qui ne sont pas unies seront également plus fortes qu'un parti unique qui est uni à la classe ouvrière et à ses alliés. Le gouvernement est responsable de la mort de centaines de milliers de personnes. C'est la raison pour laquelle, il pense que la seule façon d'aller de l'avant est de faire cesser les manifestations. Nous pensons que le gouvernement devrait laisser l'espace politique pour une discussion responsable et ouverte sur l'avenir du pays, et qu'il devrait laisser l'espace au peuple pour qu'il exprime ses opinions de manière rationnelle. Il est nécessaire de changer la pratique actuelle qui consiste à supprimer ces discussions en recourant à la violence et à la terreur. Cependant, il y a une considération qui est de la plus haute importance pour le nouveau gouvernement. Que se passera-t-il si les manifestations sont écrasées et si les gens sont contraints de mettre fin à leurs actions ? Le gouvernement doit écouter le peuple, il doit être ouvert au dialogue et il doit être prêt à discuter avec tous les groupes impliqués dans les manifestations, mais il doit également disposer d'un ensemble de propositions concrètes pour mener à bien la transition vers une nouvelle société. Il doit être clair que la nouvelle société ne peut être construite que sur une base capitaliste et donc communiste, que c'est le seul moyen d'établir une société démocratique. Il s'agit là d'une question fondamentale. Seul le système socialiste et une nouvelle société libérale peuvent garantir la souveraineté et la liberté nationale. Une nouvelle société démocratique permettra à notre pays de devenir un membre à part entière de la communauté des nations. Elle lui permettra de jouer un rôle actif dans la construction d'un monde juste, démocratique et libre. Les propositions du gouvernement doivent être présentées ouvertement et honnêtement, sans recourir aux menaces et à la force. Le gouvernement actuel n'est pas intéressé par la résolution des problèmes de notre pays et de notre société. Il croit que les problèmes sont causés par les actions du mouvement populaire et que la solution à ces problèmes réside dans la suspension des droits démocratiques. Alors même que la situation actuelle est causée par les contradictions fondamentales de leur part, causée par leur souhait de mener une politique capitaliste, sans pour autant devenir communiste, rendant de ce fait impossible de leur part la possibilité de véritablement mettre en place quelconque forme de véritable libéralisme. Le libéralisme et le communisme cherchent à détruire la liberté des travailleurs. Ils les obligent à travailler sans salaire, à vivre dans des conditions inhumaines et à être soumis à une dictature de parti. Les États socialistes et communistes se caractérisent souvent par une absence totale de droits pour leurs travailleurs. Les droits des travailleurs dans les pays capitalistes libres sont les mêmes que ceux en URSS. Ils donnent confiance à l'idée du pouvoir libérateur de la classe ouvrière. Pour une transformation progressive de cet état d'esprit, nous devrons développer la force de notre parti,
en commençant par notre image publique. Examinons la situation. Nous vivons dans une société caractérisée par plusieurs tensions sociales, disparités sociales, inégalités, négligence sociale, discrimination et fascisme. Tout cela est le résultat du modèle de production économique et sociale imposé par le libéralisme et le communisme. Or, l'accroissement des inégalités sociales est au cœur de la crise et de la montée du fascisme. La crise économique a aggravé la division entre ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas et ceux qui ont trop, pas assez ou une mauvaise qualité de vie. Au cœur de la crise, il y a la crise de la production et l'exploitation du travail salarié, qui s'est encore accrue sous le nouveau socialisme. L'une des principales causes de la crise et de l'échec du système est que le processus de production est devenu de moins en moins rentable. Autrefois, les producteurs ne devaient payer que les marchandises qu'ils vendaient. Aujourd'hui, ils doivent payer pour les biens qu'ils ne produisent pas ou pour les heures qu'ils ne travaillent pas. De nombreux travailleurs ont vu leur temps de travail réduit de 20 à 25 heures par semaine. Cela s'explique par le fait que l'entreprise doit payer une cotisation sociale élevée à la caisse de chômage pour ceux qui ont un emploi régulier. Pour augmenter la production et les ventes, les entreprises ont recours à des mesures d'économie de main-d'œuvre. Elles réduisent le numéro 1 et le numéro 2, le remplacement du travail manuel et du travail manuel électronique par des machines. Ce processus entraîne une augmentation de la part des bénéfices pour les propriétaires et les gestionnaires, et une diminution pour les travailleurs. Les entreprises n'emploient plus une personne pour un seul travail. Elles emploient des salariés pour de nombreux emplois différents, sans garantie de revenus stables. En conséquence, le chômage est en hausse, en particulier chez les jeunes et les femmes. À mesure que le fossé entre les classes s'élargit et que les systèmes de protection sociale sont mis à rude épreuve, les exploiteurs deviennent plus audacieux dans leurs objectifs, attaquent contre le système de protection sociale, gel des salaires, diminution des prestations, augmentation des impôts et exonération des bénéfices de l'impôt. Les représentants de la classe capitaliste invoquent la protection de la concurrence loyale pour l'économie. Mais il ne s'agit plus d'une concurrence entre un petit nombre d'entreprises qui réussissent. Le monde de l'entreprise est devenu un réseau qui exerce une profonde influence économique. La concurrence loyale signifie seulement que les entreprises sont protégées de la concurrence et qu'elles peuvent embaucher et licencier des travailleurs en toute impunité. De cette manière, les entreprises sont protégées des luttes des travailleurs et de tout petits producteurs qui tentent d'augmenter ses profits. Le système politique a également échoué. Les gouvernements sociodémocrates d'Europe et des États-Unis adoptent tous deux une politique d'austérité sévère. Ils prétendent le faire au nom de la compétitivité et de la croissance, au nom de l'efficacité et de la compétitivité salariale, sans se soucier réellement de ces valeurs. Ils ne réalisent pas qu'à ce stade, le capitalisme doit être confronté aux questions politiques et économiques de l'émancipation de la classe ouvrière. Aujourd'hui, la seule politique capable de menacer la concentration du capital est la lutte de la classe ouvrière pour une vie meilleure. La lutte contre le nivellement. Le mouvement ouvrier est aujourd'hui confronté à une crise profonde. En France, les syndicats n'ont plus aucun poids ni aucune influence. Après la destruction des syndicats sous les gouvernements néolibéraux, ils n'ont pu se reconstruire qu'avec l'aide des partis de gauche comme le PS, qui méprisent publiquement les syndicats. Le syndicat des actifs, la CGT, n'a pas réussi à stopper les baisses de salaire et l'exploitation par des concessions. Les patrons, qui connaissent l'influence de la CGT, comptent sur sa faiblesse pour couper plus sauvagement avec les jeunes. La CGT fait l'objet d'une campagne de dénigrement sans fin. Son président, Philippe Martinez, est attaqué par les médias bourgeois, les partis politiques, les intellectuels et les médias, qui recourent souvent au mensonge et à la calomnie pour le salir et le diffamer. Ils l'accusent d'arrogance et d'abandon de la base. Que se passe-t-il en réalité? Le dirigeant syndical est l'un des membres les plus pauvres de la commission exécutive de la CGT. Son salaire est inférieur à 1 000 € par mois. Il ne peut pas payer ses factures. Dans ces conditions, Martinez ne peut que faire appel à la solidarité et au soutien de la classe ouvrière. Les partis de gauche, comme le Parti socialiste français et le SPD, font également partie de la bourgeoisie. Ils sont muselés et réprimés par le PS et d'autres partis qui estiment devoir soutenir les syndicats. Ils forment une bourgeoisie syndicale démocratique et sont les représentants d'une minorité de travailleurs. Ils aident les réformistes au service des grandes entreprises et ont peur de tout mouvement indépendant de la classe ouvrière. Ces syndicats ont soutenu les mesures de renforcement de la compétitivité, ou même, comme le syndicat socialiste Force ouvrière en France, proposé lors de la crise de 2008 de renationaliser l'industrie de l'énergie. Dans les syndicats de masse, la politique consiste à se battre le plus possible pour les aides d'État et le système fédéral de protection sociale qui soutient les pauvres. Cette politique s'est avérée très efficace pour éviter les scissions et les conflits syndicaux. Ce modèle est basé sur la pression et l'agitation, qui ont souvent pris la forme de grèves et de manifestations de masse. Mais ces dernières ne peuvent être qu'un moyen de lutter contre les actions des patrons. La lutte pour les services publics dont tout le monde a besoin doit se poursuivre. Comme l'ont montré les militants trotskistes, les syndicats servent les intérêts des grandes entreprises auxquelles ils sont fidèles et qui sont désireuses de les utiliser pour obtenir plus de pouvoir ouvrier.
Si la classe ouvrière parvenait à briser le clivage État-capitalisme et à établir son propre contrôle sur ses organisations ouvrières, ce ne serait qu'un petit pas en avant. Mais pour donner naissance à une véritable lutte et à un mouvement de masse, la classe ouvrière a besoin d'un nouveau parti révolutionnaire et d'un nouveau programme. Une fois que la classe ouvrière en Europe et aux États-Unis sera mobilisée et capable de mettre en place un mouvement indépendant pour son propre programme, elle devra également s'attaquer directement au capitalisme. Il y a un besoin évident d'un programme politique et économique qui mette en avant une perspective socialiste. Ce programme doit s'attaquer aux banques et aux grandes entreprises, rejeter la politique du ruissellement et exiger des services publics. Il doit s'attaquer au système de production et au système financier, en exigeant la réorganisation de la société sur la base d'une planification démocratique de la production sociale et l'élimination du monopole bourgeois de la circulation de la monnaie, axée sur le profit. Un tel programme aiderait la classe ouvrière à construire un mouvement sur une base démocratique, socialiste et internationaliste, en dehors du parti-État. Aucun gouvernement ne peut introduire un véritable programme socialiste et arrêter les attaques de l'oligarchie capitaliste sans le soutien de la classe ouvrière. La lutte pour la défense de l'État social en Europe doit être associée à la lutte pour un programme similaire aux États-Unis et dans le monde entier. La croissance des tensions sociales, la croissance de la lutte pour l'emploi et des salaires décents, la croissance des grèves et des manifestations, la croissance du désir de millions de travailleurs d'apporter des changements fondamentaux dans leur vie, ces événements politiques s'intensifient. Ils mettront les capitalistes au pied du mur et démontreront les contradictions fondamentales qu'il existe entre le prétendu combat du système capitaliste par les communistes et la réalité des faits. Le libéralisme et le communisme utilisent le même mode de production, l'exploitation des travailleurs. Ils créent des emplois pour les exploiter et les maintenir dans la misère. Cette lutte historique et sociale pour la libération du travail et des travailleurs du capital mettra finalement fin au mode de production capitaliste et conduira au communisme et au libéralisme. Parce que le libéralisme prétend être le meilleur mode de production, tous les autres doivent être supprimés pour le protéger. Lorsqu'il sera terminé, personne n'aura d'autre choix que de l'utiliser. Les pays impérialistes, États-Unis, Union européenne, Japon, Australie, etc., ont causé d'énormes dégâts environnementaux, accru les souffrances de la classe ouvrière et alimenté le racisme et l'extrême droite. Une révolution mondiale résoudrait tous ces problèmes et permettrait en même temps un développement rapide de la société vers un niveau élevé de bien-être. Un nouveau système social. Mais les chercheurs en sciences sociales ne peuvent pas attendre une révolution pour apporter des changements qu'ils ne peuvent pas apporter aujourd'hui par la lutte. Ils pensent qu'avec la prospérité croissante des gens, la capacité de production de la société augmentera, et ils considèrent donc qu'il est possible de distribuer les revenus et les richesses de manière plus équitable. Ils préfèrent apporter des changements par le biais du capitalisme. Même eux n'aiment pas beaucoup ce système, car ses structures fondamentales l'empêchent d'être un système de bonheur humain. Qu'est-ce qui rend le système existant stable? Pour commencer, c'est précisément l'idée que le marché est le meilleur mécanisme d'allocation des ressources. Ainsi, si l'on manque de quelque chose dans sa vie et, par exemple, si l'on ne trouve pas d'emploi, l'idée est que l'on doit entrer en concurrence avec d'autres pour pouvoir obtenir un emploi. En règle générale, les gens se font concurrence pour obtenir des salaires élevés et pour fournir tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Même si ce n'était pas le cas, les exigences des forces du marché permettraient de l'acquérir. Les forces du marché sont renforcées par l'institution de la propriété privée qui, comme nous l'avons vu, est fondée sur l'inégalité et la concurrence. Le désir d'avoir un emploi résulte du fait que la concurrence à travers les forces du marché conduit à une plus grande inégalité. On constate que les riches vont investir à leur profit et appauvrir les autres. Ainsi, les riches qui sont encore plus privilégiés sont en position de gagner le plus en développant leurs connaissances et leurs compétences. C'est la réalité fondamentale de l'économie de marché. Dans ce processus, les pauvres sont contraints de rivaliser entre eux pour fournir le plus de biens et de services et obtenir les salaires les plus élevés. Ils en tirent donc un léger bénéfice. Ils sont néanmoins contraints de chercher des moyens de survivre. Le fait qu'ils doivent survivre signifie qu'ils ont besoin de gagner de l'argent et qu'ils doivent donc travailler pour l'obtenir, sous la forme d'un salaire, plutôt que d'utiliser leur temps et leur énergie dans des activités bénévoles. De plus, en travaillant pour gagner leur vie, les pauvres doivent lutter pour survivre. Pour survivre, il faut vendre son travail, ce qui place les pauvres dans une situation de désavantage concurrentiel. Tout cela est vrai et la concurrence et l'exploitation qui en résultent dans les forces du marché sont la cause première de la pauvreté, du chômage, de l'inégalité sociale, du racisme et d'autres formes d'oppression. Les capitalistes exploitent le travailleur salarié en fixant un prix pour son travail qui est beaucoup plus élevé que la valeur du travail social effectué par le travailleur. Si l'on pouvait résoudre le système capitaliste, les forces du marché qui font du salaire un simple prix disparaîtraient et un État capitaliste fonctionnerait sous une forme nouvelle. L'inégalité inhérente à la société disparaîtrait. Cependant, la cause la plus fondamentale de cette inégalité, l'existence de la propriété privée, demeurerait. Par conséquent,
Même si une révolution mettrait certainement fin aux injustices, elle n'entraîne pas une répartition équitable des ressources. Le problème fondamental est que la propriété privée est basée sur l'inégalité et la relation entre les différents peuples et nations. Les socialismes de marché n'apportent pas plus d'égalité. Au contraire, les socialismes de marché tendent à renforcer cette inégalité en donnant une plus grande influence au capital sur le travail et en offrant des possibilités d'exploitation. Le capital étant toujours à la recherche de profit, il doit se faire concurrence pour faire baisser les prix de ses marchandises. Le processus de concurrence conduit à des inégalités de plus en plus grandes. La classe ouvrière est exploitée parce qu'elle fait partie du coût de production, tout comme les travailleurs des usines capitalistes les plus récentes ou des usines appartenant aux grandes entreprises. Les ouvriers et les paysans subissent les conséquences de cette exploitation, car ils doivent rivaliser pour obtenir des emplois et pouvoir s'offrir les biens vendus par les capitalistes. La libération de la classe ouvrière impliquerait le partage progressif des différents niveaux de terre et d'autres ressources dont l'accès avait été précédemment refusé aux producteurs. Les niveaux de terre qui restent dans des mains privées seraient possédés par les travailleurs eux-mêmes. Cela constituerait un changement majeur dans la structure sociale et une amélioration radicale de la manière dont la terre est utilisée et exploitée. Une révolution était en effet nécessaire pour mettre fin à la propriété privée des moyens de production. Sans elle, le capitalisme aurait été impossible. Cependant, le passage du capitalisme à un nouveau système n'est pas un processus de développement d'une forme de société à une autre. Le but de la révolution était de mettre fin à la propriété privée, pas de détruire les forces productives. Pour parvenir au socialisme, il faut réorganiser la société de manière à ce qu'elle profite à tous. Cette réorganisation relève de la responsabilité de la classe ouvrière et nécessite le développement de son organisation. Cela nécessite la liquidation complète du capitalisme qui est basé sur la propriété privée des moyens de production et l'unification des travailleurs pour travailler collectivement dans une économie renouvelée. Alors que le capitalisme est basé sur la propriété privée et constitue le système social dominant, le but des ouvriers lui est de créer une société basée sur la socialisation des moyens de production et tous les moyens de production, de distribution et d'échange sont placés sous le contrôle et la propriété publique. Cela signifie que la classe ouvrière est en mesure de résoudre les problèmes de la société. Le socialisme est en mesure d'apporter une solution à l'inégalité créée par le capitalisme et aux problèmes découlant de la propriété privée et de la concurrence. Dans ce genre de système, la classe ouvrière contrôle entièrement les moyens de production, de distribution et d'échange et, par conséquent, ce ne sont pas les efforts des travailleurs qui servent à produire des biens, mais bien le travail des travailleurs. Il n'implique pas simplement l'élimination de la propriété privée. Il vise plutôt à créer une situation où les travailleurs eux-mêmes possèdent les usines, les moulins, les magasins et les autres centres de production et de distribution. Le système est basé sur l'égalité complète des travailleurs, abolissant ainsi l'exploitation ainsi que la domination d'une nation par une autre. Grâce à leur effort individuel, les travailleurs produisent des biens et des services pour eux-mêmes. Dans la société capitaliste, une petite minorité exploite la grande majorité de la population. En conséquence, la grande majorité est plongée dans la pauvreté et contrainte de vendre son travail pour survivre. Cela permettrait alors de résoudre les problèmes évidents du libéralisme et donc du communisme. Nous pouvons donc dire, au terme de cette démonstration, que les systèmes libéraux et communistes ont les mêmes problèmes et que, même si l'on essaie de nous faire croire qu'il existe une véritable opposition entre les deux modèles, celle-ci est en fait superficielle. Il faut créer un nouveau système, pour révolutionner les relations sociales, et ne pas retomber dans cette situation. Une véritable révolution doit renverser le capitalisme et le communisme, et non les renforcer. Il faut fonder un nouveau régime qui ne doit pas être basé sur un faux équilibre, mais sur un véritable équilibre politique, ni sur le parti pris de la gauche, qui tente de se mettre au service du grand capital, ni sur le pouvoir de la droite, qui tente d'établir une véritable domination du grand capital et des minorités. Je crois que si nous voulons donner un véritable potentiel révolutionnaire à notre état actuel, ce n'est pas avec un équilibre politique, mais avec un équilibre du pouvoir social. Je crois aussi que pour créer un tel équilibre, il ne faut pas toujours choisir le régime politique de gauche, mais des équilibres politiques des deux côtés du spectre, le régime de gauche étant un équilibre de pouvoir entre le capital et les travailleurs, et le régime de droite étant un équilibre de pouvoir entre la gauche et le capital. Ce serait un vrai changement, qui dépasserait la fausse dichotomie politique gauche-droite actuelle. C'est ce dont nous avons besoin pour faire face à la situation politique et sociale de notre société. Mais je peux aussi prédire les conséquences de ce faux système politique gauche-droite et de cette fausse idéologie de gauche, soit nous continuerons le même système politique, avec de faux équilibres politiques des deux côtés, soit nous continuerons à avoir des gouvernements qui ne connaissent pas l'avenir et qui ne peuvent pas le représenter. Quelle est l'idéologie de la gauche? Et quelle est l'idéologie de la droite? Ceux qui ne connaissent pas cette réponse ne peuvent pas comprendre notre monde actuel, et je peux donc dire que ceux qui connaissent cette réponse doivent être conscients de leurs responsabilités politiques. La droite demande souvent à la gauche, par exemple, pourquoi il y a tant de jeunes pauvres et sans emploi, alors qu'ils sont très bien formés et peuvent travailler,
Mais nous savons que l'idéologie de droite a été la source exacte de l'énorme inégalité qui existe entre les riches et les pauvres. À mon avis, ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons tant de chômeurs, mais ce n'est pas non plus parce que la gauche politique ne sait pas quoi faire. Ce à quoi nous sommes réellement confrontés, c'est à une crise du capital, et non à une inégalité sociale. C'est la véritable raison pour laquelle nous avons des jeunes chômeurs dans notre société, nous ne savons pas quoi faire pour changer la situation. La raison pour laquelle nous ne comprenons pas cette contradiction est qu'il n'y a pas de vraie gauche, il n'y a pas de vraie droite. Et s'il y avait une vraie droite, nous n'aurions pas de crise dans la société, mais nous serions certainement capables de la changer. C'est pourquoi la gauche doit dépasser son faux modèle gauche-droite actuel et se trouve en fait dans un état de crise totale. La véritable idéologie de gauche est désormais incapable d'établir un équilibre politique avec la gauche ou la droite. En d'autres termes, elle n'est plus en mesure d'établir un quelconque équilibre politique, et c'est pourquoi elle est constamment attaquée. Ce n'est pas la droite qui l'a attaquée, mais la fausse idéologie de gauche. Cette fausse idéologie gauche-droite est la vraie contradiction politique. C'est pourquoi ceux qui la défendent doivent aussi être conscients de leur véritable responsabilité politique. Ceux qui prétendent défendre les valeurs et les droits de la droite doivent aussi savoir que ceux qui défendent les droits de la gauche ont également une responsabilité politique. C'est-à-dire qu'ils doivent aller au-delà des valeurs politiques qui sont définies pour eux par le faux équilibre politique gauche-droite. Je dis qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment crucial en France. Nous devons nous rappeler que si la gauche et la droite ne deviennent pas de véritables équilibres politiques, la situation peut rapidement régresser, en termes d'inégalité sociale et de pouvoir du capital. Dans une telle situation, nous pouvons soit accepter le pouvoir du capital, soit trouver un nouvel équilibre politique. Dans une telle situation, nous pouvons soit avoir des gouvernements qui tentent d'établir une véritable règle du grand capital et des minorités, soit avoir des gouvernements qui veulent travailler à l'avancement de tous les pouvoirs sociaux.